Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je vous emmène à Rabat, au Maroc, pour retrouver Yvette, la fondatrice du salon Labo Ethnique. Elle va nous raconter son parcours et nous parler de sa nouvelle initiative, le Labo Ethnique Store. Plutôt que d'évoquer ses qualités de femme d'affaires et d'entrepreneur, ses qualités qui lui ont permis de tenir salon pendant plus de 10 ans à Paris, elle va nous parler de ceux qui l'ont soutenue. C'est à cela que l'on reconnaît les vrais leaders. J'ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast avec Yvette. Ses opinions tranchées m'ont permis de revoir mes perspectives sur la définition de la mode africaine. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette interview. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yvette, la fondatrice de Labo Ethnique, un événement parisien de référence pour les designers du continent. Elle va nous raconter son parcours et sa décision d'arrêter ce salon après 10 ans pour commencer une toute nouvelle aventure. Après avoir œuvré pendant des années à Paris pour créer des liens entre les professionnels, elle s'engage aujourd'hui dans l'aventure du digital avec la création d'une plateforme dédiée à la vente et à la promotion des créateurs. Pour en savoir davantage sur son parcours d'exception, c'est maintenant. Bonjour Yvette. Bonjour Amata. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à cette interview. C'est moi, Ramata, qui te remercie de me faire participer à ce African Fashion Tour ici au Maroc. Merci encore. Merci à toi. Donc tout d'abord, je vais te demander très simplement de te présenter. Donc moi, je suis Yvette Coquillet, je suis d'origine congolaise, franco-chinoise, ancienne parisienne. J'ai vécu à Paris plus de 30 ans à Paris. Et aujourd'hui, je suis installée sur la ville de Rabat depuis 3 ans avec mon mari, ma fille de 8 ans. Ok, super. Super intéressant. Et du coup, toi, tu as vécu donc tu as été parisienne pendant plusieurs années et notamment tu as fondé le Labo Ethnique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce salon et l'histoire de sa création? Oui, alors ce salon, pourquoi je l'ai fondé et comment je l'ai fondé? C'était des déclics en fait. Moi, j'étais toujours inspirée, intéressée par la créativité en Afrique. Et c'est vrai que je l'ai découvert grâce à 2-3 personnes. Donc, mon premier défilé que j'avais fait, j'avais assisté, c'était en Martinique. J'avais assisté au défilé de Paul Hervé Elisabeth, un grand créateur couturier martiniquais qui m'avait invité. J'étais invitée en Martinique, donc je suis allée avec des amis, la famille Zachary. On est parti découvrir ce défilé et quand j'ai vu ce qu'il faisait, Paul Hervé, donc j'ai craqué j'ai adoré son travail. Et voilà, ça m'a donné envie de faire connaître encore plus les créateurs afro et antillais, africains. Et antillais aussi, parce que j'ai eu beaucoup de créateurs aussi antillais qui ont défilé, qui ont participé au Labo Ethnique. Parce que le Labo Ethnique, d'abord, c'est un laboratoire de tendance. Tout ce qui était africain, antillais, ethnique, et un laboratoire de mélange de culture, de couture, de plein de choses. Et ensuite, j'ai aussi découvert les grands défilés d'Al-Fadi. C'est là que j'ai eu aussi ce déclic-là. Al-Fadi m'a beaucoup inspiré. Il était aussi mon parrain parce qu'il m'a beaucoup aidé au début dans cette activité. Et il y a aussi une troisième personne, donc qui aujourd'hui je lui fais aussi une grande personne qui vient de décéder malheureusement, qui est Nelly Bonou, qui était une grande dame de la mode également. Et je tiens à vraiment lui dire un petit hommage parce que le jour où moi j'ai rencontré Nelly et sa collègue Julie,
chez elles. J'avais découvert leur article dans le magazine Amina, parce qu'il faut savoir que moi, au début, quand j'ai commencé Labo Ethnique, moi, je lisais qu'Amina, parce qu'il y avait à ce moment-là, il y avait que le magazine Amina qui soutenait les femmes africaines. Et en cherchant, il n'y avait pas le réseau comme aujourd'hui, donc en cherchant des créateurs de mode, j'ai découvert les deux jeunes femmes, Julie et Nelly. Je suis allée chez elles. J'étais chez Julie ou chez Nelly, je ne sais plus exactement chez qui. Mais voilà, et on a décidé toutes les trois d'organiser leur défilé dans mes studios de cinéma à Montreuil. C'était donc là, je te parle de ça, c'était en 2005. Donc j'ai fait mon premier défilé avec Nelly et Julie, pour la marque June Shop. Et ce qui était impressionnant, c'est comment ce premier défilé en 2005, on a vu les femmes s'arracher les vêtements de June Shop. Vraiment, on avait fait un défilé, on avait fait un espace pop-up. Donc on avait mis des portants tous les vêtements de la marque June Shop. Tout le monde s'arrachait les vêtements. Et là, je suis allée voir mon meilleur ami, Abidine. Je lui ai dit, écoute, là, je pense qu'il y a vraiment un travail qu'on doit faire tous ensemble. C'est là que, en 2006, on a lancé le Labo Ethnique après ce succès avec June Shop. Donc moi, je voulais vraiment... voilà, le décès de Nelly m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est des femmes, mais une femme que... quand je parle de June Shop, avec Julie à l'époque, mais Nelly, vraiment, elle m'a beaucoup aidée, elle a beaucoup participé au Labo Ethnique du début jusqu'au dernier en 2016. Voilà, donc je voulais vraiment remercier, je donne vraiment toutes mes condoléances à la famille de Nelly aujourd'hui et courage à toute la famille. Pour passer, voilà, ça c'est comment le début du Labo Ethnique. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage et je me joins à toi en fait. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Nelly à 2 ou 3 reprises donc je la connaissais pas aussi bien que toi, mais c'est vrai que la nouvelle de son décès, c'est vraiment quelque chose, qui m'a touchée également. Donc je me joins à toi pour, lui rendre hommage. Je te Merci. remercie en tout cas je trouve ça intéressant ta démarche tu commences par nous parler des personnes qui t'ont, quelque part, inspirée et qui ont Bien été sûr, là au début de l'aventure pour un peu, te pousser, t'encourager, te donner de la force bien sûr. et c'est vrai que, c'est, finalement, parfois on peut quand on raconte ou on pitch son parcours, on peut parfois oublier finalement les personnes qui étaient là au début. Donc j'aime beaucoup cette histoire de, coup de cœur créatif et puis après, des rencontres qui ont fait que, à un moment tu identifies, un potentiel et tu te dis voilà. Oui, Du coup le salon, c'était à la fois un défilé, mais à la fois l'opportunité pour les créateurs de présenter les collections, via, des stands, je suppose, et de les vendre? c'est ça. C'était ça au début. Voilà. On a commencé en 2016 à Montreuil, parce qu'on était à Montreuil, on a commencé à Montreuil parce que j'avais donc la chance d'avoir ce lieu. On a commencé à faire le premier 2006, 2007, et puis chaque année, il y avait de plus en plus de monde, de plus en plus de créateurs, et des créateurs qui venaient, des très grands créateurs. On a eu des gens comme des créateurs comme Andy Haif, qui était le premier, un des gagnants du défilé de Stufima. Donc tout de suite, dans le magazine Amina, j'ai découvert, je l'ai invité, il a participé. Donc c'était vraiment le lancement de tous les jeunes créateurs, Martial Tapolo également, jeune grand couturier, aujourd'hui grand couturier camerounais, très très créatif. Iman Aissi, bien sûr, était venu en tant que membre du jury, était là au premier rang avec Al-Fadi. Voilà, on a eu vraiment des personnalités, des créateurs intéressants qui nous ont soutenus, des partenaires également. C'était vraiment première année, deuxième année, troisième année à Montreuil. La quatrième année, donc la troisième année, je crois que j'avais envoyé un courrier à la mairie de Paris. Première fois, je voulais faire un défilé sur Paris à l'espace des Beaux Manteaux. Première année, ils l'ont refusé. Ils m'ont dit non. Ils ont refusé sans raison valable. Deuxième fois, j'envoie un courrier. Troisième fois, j'envoie un troisième courrier, j'insiste, j'envoie encore un troisième courrier. Monsieur Delanoë, il me fait une lettre écrite par lui, signée par lui, et il me répond c'est une très bonne initiative de faire un événement de ce type, un événement de ce type de la mode, de la diversité, voilà, à Paris. Donc c'est là que c'est Monsieur Delanoë par la suite qui a accepté de nous ouvrir les portes
à l'espace des Blancs Manteaux. Voilà, c'est comme ça, commencé comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu voilà, c'est les choses positives que j'ai eues tout de suite quand on a démarré le premier labo ethnique à Paris. Et bien sûr, le labo ethnique, c'est pas, je suis pas toute seule, hein, c'est une histoire familiale, hein, c'est une histoire c'est une équipe, hein, c'est une équipe qui a travaillé pendant toute l'année, depuis le début jusqu'à la fin. Et puis tous les créateurs qui m'ont fait confiance. J'en avais rien, on n'avait aucune preuve, on n'avait rien de dessus, on n'avait rien, on était vraiment débutants, jeunes, on se lançait dans une aventure parisienne, on pouvait montrer la mode africaine. Mais on a réussi tous ensemble avec ces créateurs-là, avec la presse qui travaillait à ce moment-là. On a apporté, je pense, on a apporté de la matière aux médias africains. Grâce à nous, les blogs qui sont lancés également. Je me souviens des conférences qu'on faisait autour de la mode africaine et les salles étaient remplies parce qu'on avait des jeunes femmes, des jeunes garçons qui venaient pour apprendre ce qu'on faisait là et échanger, rencontrer. Donc c'était vraiment un événement. C'est vrai qu'il était bien arrivé au bon moment et je pense qu'il s'arrêtait aussi au bon moment. Donc, je pense qu'on a été très fort, on était très bon au niveau du timing du lancement de ce salon. Et au moment de la fin, pour moi, je pense que c'était le moment de le fermer également. Et parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Paris, moi, je l'ai arrêté ça en 2016. J'ai quitté la France pour des raisons personnelles et professionnelles et familiales. Et voilà. Et j'ai arrêté aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, à ce moment-là, en 2016, les créateurs, pour moi, en salon, pas salon, ils se débrouillent très très bien aujourd'hui grâce au digital, grâce à eux-mêmes, grâce à ce qu'ils font autour avec des pop-up qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc voilà, voilà, c'est un peu pour ça qu'on a arrêté aussi. Mais c'était une très belle expérience dans l'événementiel, une très belle expérience pour moi d'avoir rencontré des très belles personnes. J'ai rencontré des gens très créatifs, très intéressants. On a eu des créateurs qui venaient du monde entier. Autant de l'Afrique, des Antilles, de la Caraïbe, de l'Amérique, de l'Europe, de la Belgique, de la Suisse, enfin de partout, de l'Angleterre. Ils venaient vraiment parce qu'ils savaient le public français était là. Les consommateurs français étaient là, venaient vraiment faire honneur à ces créateurs-là. Ils venaient regarder, acheter, les rencontrer, échanger. Vraiment, il y avait vraiment un retour intéressant à ce moment-là parce que vraiment, on fédérait vraiment. Il y avait vraiment une fédération d'acheteurs, de professionnels, de plein de gens et c'était intéressant. Et voilà, moi j'étais très contente de faire cette expérience à Paris. Paris m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et voilà, une belle expérience et voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Maintenant, on passe à autre chose parce que voilà, la vie, c'est on fait ça, puis après on fait autre chose. Mais c'est vrai que non, c'est une belle expérience. Je te remercie pour ce beau témoignage. Moi, je note en fait un certain nombre d'éléments que je trouve intéressants. C'est ta détermination et ta persévérance. Tu l'expliques au début, tu commences à Montreuil parce que tu as l'opportunité d'un lieu et puis tu envoies une lettre, une deuxième, une troisième et parce que quelque part ton dossier, ton initiative est pertinente et intéressante, c'est le maire de Paris qui te répond. Donc ça, c'est des belles histoires en termes de avoir un projet construit carré et puis surtout être déterminé et ne pas s'arrêter au premier refus, continuer. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous racontes. Et puis après, la force de l'événement, ce côté, tout de suite, tu avais compris les liens entre les différents intervenants de la chaîne, les médias, Amina, les autres organisateurs d'événements tels que Alfadi avec le FIMA. Donc, tu étais vraiment dans une logique de collaboration, en fait. La notion de collaboration, elle est extrêmement importante dans la construction d'un événement. Oui, c'est ce que je disais, elle est très importante parce que créer un événement, c'est pas facile. À moi, c'est vraiment pas facile. Il faut savoir pourquoi tu le crées d'abord. Ça, c'est pourquoi. Et ça, cette question, le pourquoi tu le crées, il faut le tourner en tous les sens, hein, déjà. Pourquoi tu le crées? Ça, c'est la première question vraiment qui est très importante. La deuxième question, avec qui je le crée? Et ça, c'est ça qui, on était vraiment un noyau soudé jusqu'à aujourd'hui, hein. Et ça, c'était important. C'est ça qui a fait la force du labo ethnique, avec toute l'équipe qui était derrière.
Et ça, c'est des gens qui étaient passionnés, qui croyaient. C'était ça ma chance. Aujourd'hui, faire un événement sans personne comme ça, sans idée, sans personne, juste faire un événement pour se faire voir ou pour exister, pour montrer que je suis là ou pour imiter un autre événement, je suis sûre que mon événement n'arrivera pas à 2-3 ans, hein, parce que les finances ne suivent pas déjà et c'est très difficile. Il faut vraiment avoir l'entourage et y croire pour avoir après le soutien, les soutiens. Effectivement, Voilà. encore une fois, je suis super contente d'avoir eu l'opportunité d'échanger en détail avec toi sur ce que tu nous racontes et sur effectivement ce fait d'avoir dès le départ eu la chance et en même temps avoir provoqué et créé un noyau dur autour de toi de professionnels. Qui ont été partie prenante dans ce projet, et puis également cette idée originale qui était que toi tu apportais en fait avec ton équipe, et qui voilà, c'est les deux forces que tu évoques là, c'est extrêmement intéressant. Toi aujourd'hui, dans ta vision en fait de l'événementiel, aujourd'hui on a vécu en fait la crise du Covid. Ça a provoqué l'annulation d'énormément d'événements, et il y a énormément de personnes dont le business model entier de structure, de salons professionnels de la mode, en tout cas si on parle de Paris, il y a le Who's Next, il y a Tranoï, il y a des événements, il y a la Fashion Week. Toi, c'est quoi ton recul par rapport à ça, sachant que toi, en 2016, tu avais déjà cette réflexion de j'arrête parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre pour pouvoir créer du lien. C'est quoi ton ressenti par rapport à l'événementiel de manière générale? J'espère que ça pourra reprendre, en tout cas. Moi, aujourd'hui, j'aimerais même participer à un événement. Si demain, je peux prendre un stand quelque part, oui, je suis prête à participer à un événement de mode, n'importe où dans le monde. Bien sûr, au contraire, il faut que ça existe toujours. Faut savoir, par contre, il faut savoir innover, par contre. Hein, innover dans la façon de le faire, dans les créateurs, il faut innover. Mais je serai toujours partante pour y aller, en tout cas. Ok, donc toujours finalement très positive dans ta vision. C'est vraiment, toi, tu as pris la voie du digital, mais finalement, il faut continuer à faire des événements et à provoquer des rencontres. Mais comme tu l'expliques, il faut être innovant dans la manière de le faire. Non, faut innover, il faut faire des choses nouvelles. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Il y a des événements qui sont très bien. Bien sûr, je suis toujours partante, moi. En plus, dans ce que je vais faire dans le digital aujourd'hui, ce que je fais dans le digital aujourd'hui, j'ai besoin des autres de toutes les façons. Donc, bien sûr que j'irai vers eux. Je serais ravie d'être invitée, pas invitée ou y aller, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de découvertes, il y a tellement de pépites qui existent dans l'Afrique. C'est magnifique. Tous les jours, il y a des créateurs absolument fantastiques, fabuleux qu'on peut découvrir. Donc, bien sûr, il faut faire exister ça. Hein. C'est toujours très beau, les défilés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, peut-être. Maintenant, avec le Covid, il faudra penser à autre chose. Il faut encore penser, il faut qu'on pense et qu'on repense à beaucoup de choses. Cette période de confinement nous pousse à penser plus loin, mais aller plus loin encore de ce qu'on est et penser à aller encore plus loin. C'est ce que je pense qu'il faut faire. J'imagine que tu as vu le défilé de la marque Anifa. C'est une créatrice qui est basée aux États-Unis, d'origine congolaise, qui vraiment a proposé un défilé digital 3D, vidéo sur Instagram. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce défilé? J'ai adoré, j'étais très adorée, en plus très flattée que ce soit une Congolaise. Je suis très contente et puis c'était super. C'était un beau défilé, des belles créations, c'était fait intelligemment et c'est ça qu'on cherche, des créateurs comme ça, quoi, des gens qui innovent. Moi, ça me plaît énormément. Beaucoup même. C'est une Congolaise qui fait ça, la première qui fait ça, donc c'est juste très bien, c'est juste wow pour nous. C'est une bonne chose. Hein. On en veut plus, ça. C'est ça. C'est qu'en fait, clairement, ça a été vraiment, moi, quelque chose qui m'a marqué pendant cette période. Je trouve que c'est une manière de révolutionner nos habitudes, hein, nous bousculer. Et effectivement, aujourd'hui, via une bonne idée créative et innovante, ça peut bouleverser une industrie. Et que ce soit un jeune créateur qui le fasse, qui a même pas 30 ans,
à côté de tous ces grands groupes qui ont largement plus de moyens, qui ont des équipes, et on pourrait s'attendre à ce que ce genre d'innovation, ça vienne de LVMH ou de Kering, en fait, non. C'est une créatrice qui travaille depuis plus de 10 ans à faire grandir sa marque et qui voilà, avait ce projet de défilé. Donc ça, c'est vraiment des initiatives qui sont à saluer. Alors, Yvette, maintenant, est-ce que tu peux nous parler en fait de ta plateforme digitale? Alors oui, bien sûr. Et comme donc maintenant j'ai lancé le labo ethnique depuis quelques temps, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'installer. C'est un travail de fourmi, un travail, c'est un casse-tête, le digital, mais c'est très intéressant. Moi, c'est vraiment un métier que je découvre. Depuis quelques temps, je travaille dessus. Depuis 1 an et demi, j'ai mis en place cette boutique avec une petite équipe ici au Maroc. Voilà, c'est une plateforme qui aujourd'hui c'est ma façon à moi de toujours travailler autour de la créativité, toujours autour des artisans en Afrique. Donc l'idée c'est vraiment de présenter comme je le dis, c'est la suite du labo ethnique maintenant, mais en mode vente et en vente sur Internet. Et donc là aujourd'hui j'ai une trentaine de marques qui présentent des produits autant accessoires de mode, des vêtements, des sacs pour femmes et pour hommes. Je cherche vraiment des marques qui sont dans la moyenne et haut de gamme, qui des produits qui sont assez commerciaux, portables et vendables. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est ça que je cherche, des produits accessibles qui sont faits sous le continent. Voilà. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment une plateforme qui va proposer des créateurs qui font du Made in Africa, qui vont fabriquer sur le continent. Oui, voilà, exactement. Les créateurs, certains sont sur le continent, d'autres sont en Europe ou bien aux États-Unis, qu'importe. Mais voilà, que la base, qu'il y ait une inspiration, qu'il y ait une touche, qui est toujours avec un lien avec le continent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Et c'est dans ça que j'ai envie de... C'est là-dessus que je travaille. C'est la suite de ce que j'ai toujours fait, en fait. Donc c'est ça que... comment dirais-je le lien de ce site, en fait. C'est vraiment toujours cette touche, cette créativité, toujours vers la créativité, toujours vers les créateurs talentueux, jeunes ou pas jeunes, voilà. Des produits qui sont abordables, avec des prix abordables, mais toujours moyenne et dans la moyenne gamme et haut de gamme. Pas trop déborder dans le haut de gamme et pas trop tomber dans le trop bas de gamme. Voilà. Ça reste vraiment assez moyenne, en fait. Ok. Et comment tu fais ta sélection? Tu nous parles effectivement du prix, tu veux que ça reste accessible, du Made in Africa accessible. Est-ce que tu rencontres de façon systématique chacun des créateurs qui sont sur ta plateforme digitale? Certains oui, certains non. Les prix sont entre non, certains que je rencontre, certains que je connaissais avant, certains je connais pas que je vais directement chez eux, dans leur atelier, dans leur boutique. Bien, je peux voyager également, comme j'ai fait, quand on s'est rencontrés à un moment de la Lagos Fashion Week l'année dernière en novembre. C'était aussi une façon pour moi de rencontrer, parce que j'aime bien rencontrer les créateurs, leur voir leur travail, suivre qui m'expliquent un peu comment ils travaillent. Et donc, c'était des occasions comme ça que je fais pour enrichir ma plateforme. Voilà. Ok, effectivement, on s'était rencontrés lors de la Lagos Fashion Week. On échangeait régulièrement sur les réseaux sociaux et l'opportunité a été pour nous de nous rencontrer à Lagos l'année dernière en novembre. Et c'est moi ce que j'aime depuis que j'ai commencé à voyager en fait en Afrique, c'est que c'est finalement sur le continent que je vais rencontrer des gens que j'aurais pu rencontrer à Paris. À bien des occasions et finalement c'est à Lagos, à Dakar ou à Abidjan qu'on se retrouve avec toujours cette passion pour la créativité africaine. Donc du coup à Lagos, tu as pu assister au défilé et tu as pu aller dans des concept stores pour aller rencontrer les stylistes directement. Tout à fait, j'ai rencontré même sur place et puis certains, oui, j'en ai rencontré pas beaucoup, mais deux créateurs, je suis restée que 5 jours. Donc, j'ai rencontré deux ou trois dans leur showroom. C'est très intéressant. Et voilà, maintenant, voilà, c'est des choses comme ça que j'aime bien faire. Voilà, moi, j'aime bien aller voir les bases, le travail des gens, comment ça se passe. C'est vraiment tout un travail. La créativité, c'est vraiment c'est quelque chose de très complexe. C'est très intéressant à découvrir comment ils font ça.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme digitale, certes, mais toi, tu es toujours à l'initiative de chercher à provoquer une rencontre avec le designer, les équipes d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vraiment prendre la décision d'intégrer une marque Oui, oui. au sein de ta plateforme. Tu fais un job de direction artistique quelque part pour pouvoir créer un concept store digital. Oui, voilà, tout simplement, parce qu'il y a des gens que je ne peux pas rencontrer parce qu'ils sont trop nombreux et ils sont trop loin et on ne peut pas toujours se déplacer. Donc, on fait des visioconférences, on discute, ils montrent leur travail, on parle, on reste des gens au téléphone. Enfin, c'est intéressant et on comprend nos histoires à chacun et après, on décide de ou pas de travailler ensemble. Donc, mais j'aime bien cette relation avec les créateurs. Oui. Et puis, c'est Mais plus intéressant pour moi c'est plus intéressant pour moi de présenter leur histoire, de connaître et de présenter leur histoire aussi, quoi. Et puis, je pense que ça donne une âme au produit, je trouve. J'ai toujours trouvé que la créativité en soi donnait toujours un cachet à un style vestimentaire sur une personne. Voilà, que le vêtement made je ne sais pas d'où, made in China ou autre, le vêtement industriel, je trouve que ça a beaucoup moins enfin, pour moi en tout cas, mais moins d'élégance dans le style vestimentaire d'une personne. Donc moi, j'ai toujours prôné, même si moi-même je ne suis pas toujours habillée en créateur, hein, je suis très mal là-dessus, je suis mal placée. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir la touche créateur sur soi, quoi. Soit un bijou, un sac, une ceinture, un chapeau, je trouve que c'est toujours très sympa. En tout cas, je te rejoins complètement sur effectivement, c'est pas pour stigmatiser que ce soit made in China ou made in India, mais dès qu'on est dans des productions de masse où on va avoir un produit qui est produit dans une usine en 5000 ou 10 000 unités, ça aura jamais le même charme que un designer dans son showroom qui fait une série en édition limitée parce qu'il va utiliser des savoir-faire locaux et qu'à un moment donné, bah, pour une teinture tie and dye, pour avoir son tissu, bah, ça met une journée pour avoir les 6 mètres de tissu qui vont permettre de faire un prototype de robe. Donc, c'est un processus qui est totalement différent. Et effectivement, je te rejoins à 100% sur c'est pas du tout le même charme. C'est pas la même histoire que l'on raconte quand on va porter une pièce d'un créateur et quand on va porter une pièce qu'on aura achetée. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas de style parce qu'on s'est acheté un produit de chez Zara ou H&M, c'est pas ça. Mais c'est pas la même histoire. Non, mais c'est sûr que les prix sont différents, hein. C'est sûr que c'est ça qui change en fait. Le problème est là, le problème des créateurs, c'est ça leur souci, hein, face à ces multinationales. Le problème est clair, hein, c'est que c'est une question d'argent, quoi. Donc, ça, bon, bah, on fait avec et on essaie de maintenir, de soutenir la créativité comme on peut, grâce à ce que tu fais toi, grâce à ce que beaucoup de gens font sur le marché, dans le monde, grâce à tous ces fashion week qui existent, grâce à toutes ces plateformes, la mienne comme celle des autres. On est là, c'est un combat qu'il faut jamais lâcher, c'est un travail qui est passionnant, intéressant et voilà, moi de mon côté, c'est ce que je fais avec ma plateforme aujourd'hui. J'invite qui veut soutenir la créativité de venir sur ma plateforme, hein, voilà. Donc, mais il faut le faire, faut y croire. Moi, je crois. Du coup, je me rends compte, je sais même pas si on a donné le nom de ta plateforme, mais c'est laboethnicstore.com. Tout simplement. Voilà. Donc, et on sent bien quand tu évoques les créateurs et que il y a un vrai besoin, mais qui est naturel chez toi, vu que tu viens de l'événementiel où tu rencontrais les créateurs, t'organisais des événements et t'étais dans la vie réelle un peu. Donc là, dans ta plateforme digitale, on retrouve un peu ça. Et du coup, quand on arrive sur ton site, on sait que derrière, il y a eu une rencontre, il y a eu des échanges. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir sur la plateforme, c'est le reflet de toute cette expertise-là et tout ce relationnel que tu as pu développer avec les créateurs. Moi, la question qui me vient là, c'est toi, est-ce que tu es créatrice toi-même, en fait? Moi, je suis une grande, non, moi, je suis une grande rêveuse. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais rien faire là-dessus. Je ne sais pas le design, je ne sais pas le faire. Non, je ne sais pas du tout. Mais si j'étais, non, je ne suis pas du tout créatrice du tout, pas du tout artiste, pas du tout. Tu sais dire d'où te vient du coup cette passion du travail des autres, de la créativité, du travail du styliste, qui pour lui c'est son domaine de dessiner, de rêver, de raconter des histoires par des vêtements, par des bijoux, par des accessoires. Tu sais exprimer en fait d'où ça vient? Franchement, j'ai cherché moi-même, mais je pense que je sais pas, je peux pas vous dire, je peux pas te dire,
je sais pas, moi j'ai grandi dans une famille mixte, d'un papa franco-chinois, d'une maman congolaise à Kinshasa. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vu, voilà, je sais pas vous dire, non, on n'est pas, je viens pas d'une famille d'artistes, pas du tout, mais je sais pas, non, j'ai aucune idée, c'est juste, voilà, je suis née comme ça, je sais pas, non, pas du tout artiste, une famille plutôt de commerçants. Ok, mais c'est intéressant. En tout cas, là où je te rejoins, c'est que moi, c'est vrai que c'est une question qu'on peut me poser. Est-ce que je suis créatrice ou est-ce que j'ai envie de monter ma marque? Et moi, c'est vrai que je suis vraiment fascinée en fait par le talent des créateurs, par leur ingéniosité, et je me sens beaucoup plus à l'aise à valoriser le travail des autres qu'à venir dire bon bah moi, j'ai compris comment ça fonctionne, donc je vais venir créer ma marque. Et du coup, je te rejoins sur le côté. C'est moi j'ai vraiment cette passion du savoir-faire en fait, des choses faites à la main ou pas, mais en tout cas qui ont une âme. Et je pense que c'est peut-être ça qui nous rejoint, qui fait qu'à un moment donné c'est tellement beau qu'on a envie de faire en sorte que ça rayonne au-delà des frontières du continent, et qu'il y a un maximum de personnes qui puissent accéder en fait à cette beauté-là. Donc toi, c'est quoi ton sentiment par rapport au manque de visibilité en fait de la créativité africaine? Le problème de la visibilité pour la mode africaine, c'est ça? C'est Mm-hmm. le problème, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, ça fait longtemps qu'on en parle. Franchement, le problème, ben, c'est un peu difficile, hein, parce que déjà, la créativité, c'est pas que la créativité. La créativité, c'est difficile à croire, hein. On est quand même, c'est un microscosme de personnes qui croient à la créativité. C'est pas comme, je dirais comme, regarde, je prends l'exemple du salon Nature Air Academy, Mm-hmm. puis de NHA de Didier Mandin. Oui. Voilà. Voilà. Donc, je pense que la créativité comme différente, les cheveux, c'est un problème qui est général, c'est un problème populaire, ça concerne toutes les femmes, tous les femmes, les hommes. C'est un problème Mm-hmm. qui est vraiment, c'est un sujet, c'est quelque chose de populaire. Donc tout le monde se sent visé. Mais la créativité, c'est réservé, moi je dis, à un microscope de personnes. Tout le monde ne connaît pas la créativité, ou n'aime pas la créativité, ou n'a pas voilà, c'est quand même, ça appartient à une élite en fait, hein, enfin, à des gens, je ne sais pas si on peut dire c'est une élite, je ne sais pas, mais ça appartient à un petit monde, c'est un petit monde la créativité, hein. Le problème est là. C'est pas que sur 100 personnes, moi, sur le salon Labo Ethnique, il y avait sur 100 personnes, c'était vraiment des gens qui aimaient la mode, qui aimaient la créativité, qui aimaient l'Afrique et la créativité. Mais quand vous allez sur un salon comme Nature Air Academy, là, ça concerne tout le monde. Vous voyez, Ok. du temps de l'enfant, la famille, enfin, toute la famille peut se déplacer, ça concerne toute la famille. Vous voyez, le problème, c'est ça, la créativité. Moi, je me rends compte, voilà, je crois que c'est ça, hein, s'il n'y a pas d'autres secrets. C'est pas parce que, non, je pense que c'est ça, c'est quelque chose d'élitiste. Tout le Ok, monde peut pas, ça. tout le monde peut pas s'habiller en créateur de mode. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je côtoie beaucoup de gens autour de moi, mes amis, mes propres amis, ma famille. Tout le monde parle de cheveux, tout le monde a les produits qu'ils ont achetés chez NHA, mais qui me parlera de mode créateur? Non, on parlera de Zara, d'H&M et consorts. C'est ça la vérité est là, donc il ne faut pas chercher midi à 14h. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion. Hein. S'il y a pas de, si c'est quelque chose de populaire, je pense que les créateurs s'en sortiraient. Quoi. Problème. Enfin, je sais pas, moi c'est mon opinion, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ok, non mais je trouve ça intéressant en tout cas ce côté effectivement quelque part et je suis assez d'accord avec le fait que quand les marques elles commencent à se développer en termes de notoriété, bah, c'est une forme d'élite, ce sont des célébrités que l'on cherche à habiller, et quelque part on reste dans ce côté un peu élitiste. Euh, du coup, toi, par rapport à finalement, quand toi, tu as fait le labo ethnique pendant des années, tu as choisi d'utiliser le terme ethnique pour parler de créativité. Et ce que tu dis, mais c'est l'Afrique, c'est les Caraïbes, c'est pas limité au continent africain. Oui. Quels sont, toi, en fait, les adjectifs, les termes que tu utilises quand tu évoques ce qui se passe sur le continent, les créateurs que tu rencontres? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un certain nombre de mots-clés qui te reviennent, ou est-ce que au contraire c'est pas si facile que ça de regrouper, d'englober avec un vocabulaire commun? Non, c'est pas évident, bien sûr.
on sait pas, il y a pas vraiment de, il y a pas un nom, j'ai pas de mot. Il y a le mot-clé, ethnique, mode africaine, enfin, il y a plusieurs mots pour dire que il n'y a pas vraiment faut pas non plus, faut pas qu'on reste dans, je sais pas, il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas un mot spécial, c'est juste la créativité fait dans le continent, tel continent, africain ou autre. Non, il n'y a pas de mot magique là-dessus. Je sais pas comment te répondre là-dessus. Il n'y a pas de, non, c'est la mode, je crée, je suis créative, voilà, c'est tout, hein. Je suis africaine, oui, je suis créative, voilà. Et quand on parle de mode africaine, alors si on doit parler le mot mode africaine, moi c'est pas un mot c'est pas quand on dit mode africaine, c'est pas, ça m'a jamais choqué. Parce que mode africaine, c'est beaucoup plus grand que mode africaine tout court. Mode africaine, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une attitude, une coupe, une couleur, un style, un look. C'est tout ça. C'est pas, voilà. Donc pour moi, je me dis oui, la mode africaine, on peut le dire, c'est pas un mot qui me choque. C'est un mot qui est vaste, parce que la mode africaine, elle est vaste. Enfin, moi, je suis très fière de proposer de la mode africaine, célébrer les créateurs africains ou pas, mais je suis très fière de ça. Il y a pas de... Moi, le mot mode africaine ne me dérange pas. C'est pas tant le fait de déranger, c'est plus que parfois quand on en parle, on va associer beaucoup de choses, alors que je pense que ce que tu vas trouver chez certains artisans à Rabat, aujourd'hui tu es basé au Maroc, et ce que tu peux voir à Lagos, c'est des choses qui sont créatives, c'est des coupes, c'est des couleurs, c'est du design comme tu l'évoquais, mais qui vont être totalement différents, qui peuvent se rejoindre, mais qui ont... Et du coup, moi je trouve que c'est réducteur parfois de dire mode africaine, parce que ça ne rend pas hommage à la richesse créative qu'il y a sur le territoire. C'est plus ça, moi, ce à quoi je suis sensible, en fait. Et du coup, j'ai tendance à vouloir utiliser un pluriel, à parler de plusieurs modes, de plusieurs courants, de dire que ce qui se passe à Dakar, c'est pas forcément la même chose que ce qui se passe à Abidjan. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, de creuser un peu plus. Et je ramène la discussion avec, c'est des designers avec lesquels j'ai déjà discuté sur le fait on parle pas de mode européenne ou de mode américaine. C'est pas très grave qu'on parle pas de mode africaine, de mode européenne, de mode asiatique, de mode américaine, mais c'est très bien qu'on parle de mode africaine. Justement, pour moi, c'est bien. C'est au moins, c'est une remarque. Au moins, on est ciblé, quoi. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, quoi. Tu vois, tant qu'on parle pas de mode européenne, tant pis, c'est dommage. De mode américaine, tant pis, c'est dommage aussi. Pareil pour la mode asiatique. Mais on parle de mode africaine, pour moi, c'est un plus. On parle de nous, quoi. C'est très bien. Pour moi, c'est un plus. C'est une mode africaine, c'est beaucoup de choses. C'est un design, c'est un dessin, c'est un style, une attitude, c'est plein de choses. Donc, voilà, maintenant chacun va, enfin, je sais pas. Ça a toujours été un des grands sujets, mais je sais pas. Ok, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de partager ça avec toi parce que pour le coup, comme tu as tenu un salon pendant 10 ans, forcément, ton salon, on l'a associé à la mode africaine, à la mode afro-caribéenne. C'est grâce à ça, justement, qui a marché. Voilà, tout ça, même tout le monde, on savait que c'était la mode africaine qu'on trouverait là-bas et c'était très bien. Tu vois, et c'est ça qui a fait sa force. Ok. Non, mais je comprends. Et du coup, c'est assez clair, en fait. Je comprends vraiment d'où tu viens et comment tu le réfléchis, en fait. Et effectivement, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. À un moment donné, c'est aussi un code qui permet facilement de regrouper et de réunir finalement. Et donc, c'est une vraie opportunité pour les créateurs et pour tous les acteurs de ce secteur de valoriser et d'être identifiés, en fait. Donc, si on prend les choses de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec toi. C'est un point de vue, pour le coup, que j'avais pas en tête, que je trouve super intéressant. Du coup, aujourd'hui, il me semble que toi, à Rabat, donc tu as ce concept store-là, mais il me semble que tu as également un showroom et que tu as pu organiser certains événements, en fait, au Maroc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai organisé 2-3 événements au Maroc. C'est très bien passé, avec des créateurs du Maroc. Non, c'était beaucoup plus facile à organiser qu'à Paris, étrangement. C'était très intéressant. Mais ça s'est bien passé. On avait ouvert un showroom pendant 3 mois. Voilà, on a rassemblé les créateurs. Et non, c'était très intéressant. Après, on a fait aussi des défilés, un événement autour de la femme uniquement, avec des défilés magnifiques. Très belles filles marocaines et africaines. Non, c'était très, très sympa. On a fait vraiment des petites choses très sympas. Voilà.
très facile, très sympa, voilà. Et, je ne sais pas si j'en vais faire d'autres, peut-être que oui, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je m'occupe de ma boutique, on verra bien plus tard. Parce que je suis quand même sollicitée pour faire d'autres événements. Maintenant, on verra après le Covid pour 2021, qu'est-ce qu'on fait pas. On verra tout ça après, quoi. On verra. Je sais. Du coup, ça te manque pas, en fait, le labo ethnique ou cette frénésie d'avoir un gros événement à organiser et finalement qui t'occupe très fortement une grosse partie de l'année. Est-ce que du coup, je dirais pas un regret, mais voilà, est-ce que tu y penses un peu avec nostalgie en te disant, bah, tiens, est-ce que tu aurais des envies de retourner à ça, en fait? Pas du tout. Mais aucun regret, mais aucun regret. Aucun. Non, je suis contente que j'ai arrêté à Paris la 10e édition. Non, non, sans regret. Je suis contente de l'avoir fait et contente de. Non, non, vraiment sans regret, quoi. Je préfère travailler. Je suis très bien ce que je fais en ce moment. J'adore ce que je fais en ce moment. Et j'ai envie de me consacrer vraiment à ma plateforme digitale, à ma boutique en ligne. Et on verra avec le temps, est-ce que les choses commencent à se faire, on verra. Pour l'instant, je n'ai aucun regret. Et, non, 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 absolument pas. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, je trouve ça normal qu'on puisse te solliciter si on sait que tu es à Rabat et qu'il y a des personnes qui ont envie d'organiser des événements. Vu ton expertise, ça me paraît normal que les gens viennent frapper à ta porte. Non, mais il y a beaucoup de. C'est très dynamique, hein, le Maroc. Hein. Les Marocains sont très dynamiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements autour de la mode ici, autour de la jeune création aussi. Hein. Casablanca, Marrakech, même à Fès, il y a beaucoup, beaucoup. Plus qu'à Rabat même. Hein. Non, Ouais, ouais, j'imagine. c'est très dynamique. Hein. Du coup, ça me donne des idées de prochaines destinations pour un Africa Fashion Tour. Ben moi, je t'invite, tu viens et on fera un tour dans tous ces ateliers de chez Créateur en plusieurs villes, si tu veux. Tu es la Avec plaisir. bienvenue. Merci, avec plaisir. Parce que les créateurs marocains attendent des gens comme toi qui parleront d'eux. Ils ont besoin de se faire connaître aussi, de se faire vendre. Bien sûr, et tu seras la bienvenue, tu seras bien accueillie, je pense. Merci beaucoup. Toi, tu vois une particularité justement à la créativité au Maroc par rapport à tout ce que tu as pu voir? Est-ce que tu vois des différences ou une particularité dans la manière de travailler, peut-être les couleurs, les matières, au niveau des accessoires? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, toi, qui t'ont frappé quand tu es arrivé à Rabat? Bah, les Marocains travaillent beaucoup, sont très modernes et très traditionnels. Hein. Ils conservent vraiment leur tradition dans leur discussion, dans leur histoire. Les produits sont très. Ils gardent vraiment leur touche traditionnelle. Hein. Dans chaque produit, dans chaque coupe, dans les matières, ils travaillent beaucoup avec des artisans qui, d'antan, ils sont vraiment dans l'histoire. Là, j'ai des produits avec le travail des sacs à main, des tapis, des tapis berbères, des bijoux touareg. Enfin, ils travaillent beaucoup l'histoire. Hein. Leur histoire n'est absolument pas mise de côté. Même quand c'est très très moderne, il y a toujours l'histoire traditionnelle qui est l'histoire, leur culture, elle est là. Et ça m'a vraiment fait plaisir déjà et puis impressionné quand même, hein, parce que j'ai quand même vu des créateurs africains qui ont complètement travaillé avec des tissus complètement européens, des tissus complètement autres que leur propre tissu, voilà. Et là, ça c'était vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup leur travail. Oui, ils travaillent beaucoup leur histoire, leur culture, d'une façon moderne, d'une façon contemporaine, et ça c'est magnifique. Hein. C'est ça qui fait la force du Maroc. Ils ont des très belles choses ici dans leurs boutiques, dans leurs magasins. Ils ont des très bons artisans, ils ont des très beaux produits. Et, donc, si tu vas sur mon site, tu trouveras des produits faits par des artisans marocains. Et c'est tous des produits qui ont l'histoire d'une centaine d'années, hein, quand même. Hein. C'est l'histoire des anciens artisans. Et ça, c'est dans chaque produit marocain, tu ne loupes pas ça. Il est présent encore. Et ça, j'aime bien. Ouais, super intéressant en fait. Du coup, c'est vraiment une manière de travailler la créativité avec avec un sens, avec un ADN en fait très très fort qui est ancré dans l'histoire. Donc ça, effectivement, c'est Complètement. Même, c'est complètement. Ça, tu ne peux pas l'oublier quand tu achètes un produit marocain. Tu as la touche, l'ADN est là. C'est ça, tu as dit le mot, l'ADN. super intéressant. Bah écoute, moi j'ai été ravie de cet échange avec toi. On arrive à la fin de cette interview. Moi j'ai appris plein de choses sur ton parcours, ton énergie. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup. Ce que moi je vais retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans ton approche
de la créativité, qui se mêle aussi avec un côté entrepreneur business, parce que tenir un salon pendant 10 ans et puis avoir des réponses du maire de Paris sur l'accord sur une salle, ça témoigne d'une détermination, mais c'est vraiment voilà, ce mélange des deux, une sensibilité, une émotion par rapport à la créativité, puis en même temps quelque chose de il y a un moment où je sens qu'il faut switcher, il y a le digital qui arrive et du coup tu as ta plateforme qui est là. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec toi et de partager en fait ce moment sur le podcast Africa Fashion Tour avec des passionnés de créativité africaine. Donc merci encore de m'avoir accordé ce temps. C'est moi qui te remercie, Ramata, pour ce message, pour ton podcast. Il faut être passionné et tenace. Hein, c'est ça aussi, hein, il faut être passionné et tenace. Il n'y a pas que être passionné, il faut être tenace. C'est un conseil que je pourrais donner à n'importe quel jeune entrepreneur. Tu peux être tenace. Quand tu es tenace, tu auras toujours de la chance quand tu ouvres des portes. Si tu es tenace, faut toujours, si tu tiens à ce que tu fais, il faut le faire jusqu'au bout. Quoi. Voilà. En tout cas, Ramata, moi, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. Donc, je te répète, tu es la bienvenue au Maroc, à Rabat. Et bonne continuation. Et en tout cas, bravo encore à ce que tu fais. J'aime beaucoup. Je te suis toujours. Merci beaucoup. Bah écoute, on se suit mutuellement, donc on se voit à très prochainement. Voilà, à Rabat. Voilà, moi je peux pas encore prendre de date. Ou à Paris aussi, parce que j'aime bien venir à Paris quand même, bien sûr. Donc on aura, quoi qu'il en soit, l'opportunité de se voir très bientôt. Mais je te dis au revoir et à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.